Salut à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différents moyens que l'on peut utiliser pour accéder à son NAS. Donc, ce sera une vidéo d'introduction euh, parce que il y aura d'autres vidéos sur le sujet un peu plus précises. Donc là, c'est juste pour donner un peu un aperçu. Je fais cette vidéo parce que j'ai remarqué très souvent qu'il y a beaucoup de conseils sur Internet, sur des vidéos YouTube, sur des forums, de voilà, comment est-ce qu'il faut configurer son NAS pour y accéder. Parfois, je trouve que ça manque un peu de conseils en termes de sécurité parce que faire d'une manière ou d'une autre implique certains risques, induit certains risques, et je pense qu'il est important, on va dire, d'être au courant de ces risques et de voir qu'il y a également des alternatives. Bon, des alternatives qui peuvent coûter du temps. Donc, ici, j'ai fait un petit tableau pour recenser un petit peu les différentes méthodes possibles pour y accéder. J'ai mis donc les technos, la facilité de configuration, le niveau de sécurité et le niveau de risque. Donc forcément, pour la facilité, plus le chiffre est élevé, plus c'est facile. Pour le niveau de sécurité, plus c'est élevé, plus c'est sécurisé. Et le risque, plus grand est le chiffre, plus grand est le risque. Donc évidemment, vous pouvez très bien me challenger en fait sur les chiffres que j'ai mis, qui sont un peu, vous savez, c'est par rapport à l'autre, hein. Euh, et puis il y a peut-être des chiffres qui se rassemblent ou qui auraient pu être un peu différents. Ça dépend comment on comprend, ça dépend du contexte et ça dépend des besoins. Donc voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu tout ça. Et ensuite, on va voir en détail un peu les différentes architectures que ça peut donner, quelques avantages et quelques inconvénients, parce qu'on ne peut pas tous les dire, sinon effectivement ça ferait des vidéos peut-être plus complètes. Donc tout ce qui est en italique ici, ce sont des vidéos que j'ai déjà faites, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc, le Quick Connect Relay, donc c'est très facile à configurer. Je trouve que le niveau de sécurité, il n'est pas forcément bon, vu que les données d'authentification et vos données vont transiter par un serveur relais sur lequel vous n'avez aucun contrôle. Et le risque, le risque, il est là en fait, hein, c'est qu'il y ait de l'interception de données, par exemple. Et votre NAS est exposé d'une certaine manière. Pour le Quick Connect standard, donc sans la fonction de relais, c'est toujours facile à configurer. On peut dire que le niveau de sécu est légèrement plus élevé juste parce qu'il n'y a pas cette notion de relais, mais le risque est le même, hein. Le NAS reste exposé de la même manière. Pour la connexion directe en DNAT ou en port forwarding, ça dépend de la terminologie, ou aussi bien que le Synology Reverse Proxy, en fait c'est un peu le même niveau, c'est-à-dire que c'est assez facile à configurer si on sait ce qu'on fait. Le niveau de sécurité, c'est plus ou moins le même, et le risque, en fait, c'est le même. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, votre NAS, il est exposé en direct sur Internet, et il n'y a aucune fonction de sécu qui va vous protéger contre les attaques, à part au final, en fait, la configuration de votre Synology. Donc là, il n'y a pas vraiment de grande différence. En termes de VPN, le package, un VPN serveur de Synology, facilité à configurer, c'est facile à configurer, mais je trouve pas que c'est vraiment facile à utiliser. Alors j'ai fait ça 2-3 fois pour une vidéo, j'utilise de mon côté autre chose. Donc on va lui mettre un 3. En termes de niveau de sécu, on est un peu plus élevé parce que finalement on va exposer qu'un seul service sur Internet, qui est celui du serveur du package. Alors évidemment, il peut y avoir un hybride où on expose le VPN uniquement, mais on peut aussi exposer d'autres services du NAS, hein. Alors ça dépend, il peut y avoir des hybrides. Et le niveau de risque, il est quand même un peu moins élevé si on est en full VPN de ce côté-là, parce qu'on va exposer justement qu'un seul service. Donc la compromission du NAS va devoir passer en général par la compromission de ce service, uniquement, puisqu'il n'y a rien d'autre qui est exposé en général. Ensuite, pour les 3 autres derniers points, ce sont des vidéos qui vont venir un peu plus tard. D'ailleurs, le third party, reverse proxy et WAF, ça c'est une vidéo qui est déjà en cours, que j'ai pas encore finalisée. Donc en termes de facilité de configuration, c'est pas facile. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Par contre, le niveau de sécurité est quand même pas mal élevé, justement avec les fonctions de WAF, d'IPS, d'antivirus, d'authentification déportée, etc. Et le risque, il est quand même beaucoup plus faible que les autres méthodes. Ensuite, pour le VPN en prémisse, third party, bien évidemment. Donc ça reste aussi plus ou moins facile à configurer. Le niveau de sécurité ici, il est très élevé parce qu'en fait, pour compromettre le NAS, il faudrait d'abord compromettre le serveur VPN. Et le niveau de risque, il est quand même faible. On va dire que la probabilité est plutôt faible. Ensuite, en termes d'activité de management, j'ai pensé au bastion de management de third party, où c'est assez facile à configurer si on a le matériel ou le logiciel. Le niveau de sécurité est quand même super élevé parce qu'encore une fois, il faut configurer d'abord un équipement avant de passer à l'autre.
Et le risque ici, il est assez faible. Donc maintenant, voyons un petit peu les différentes méthodes. Donc la fonctionnalité de relais. Alors l'avantage, c'est que il n'y a pas de DNAT ou de port forwarding et c'est super facile à configurer. L'inconvénient, par contre, c'est que les données d'authentification et les données sont relayées. Les performances ne sont pas forcément très bonnes. Ce n'est pas compatible avec toutes les applications que l'on peut avoir. Je vais penser au SMTP, je vais penser au WebDAV, aux cartes DAV, peut-être encore à d'autres vidéos, d'autres applications. Il n'y a pas forcément une très bonne visibilité, vu que d'un point de vue IP, il me semble qu'on va voir qu'en source, c'est le serveur relais de Synology qui se connecte. Pas de restriction par pays, pas une bonne visibilité. On parle des problèmes de compliance, hein, vu que s'il y a une loi qui dit que ce type d'information, ce type de données ne doit pas sortir du pays, et bien si on passe par un serveur relais, il y a une chance qu'on passe par un autre pays avec des possibilités d'interception, donc c'est un point d'attention. Ensuite, encore une fois, le NAS, il est exposé et toute la sécurité du NAS va être au final basée sur le niveau de bonnes pratiques que l'on a implémenté sur le Synology. Est-ce qu'il est à jour? Est-ce qu'on a suivi les bonnes pratiques? Où j'ai 2 vidéos sur le sujet par ailleurs, etc. Ensuite, pour le Quick Connect sans la fonction de relay, on est un peu sur les mêmes avantages. Il n'y a pas de DNAT, c'est facile à configurer. Par contre, les données ne sont pas relayées, les performances sont meilleures, on peut faire de la restriction de pays et on a une meilleure visibilité vu qu'on peut voir quels IP se connectent et peut-être même les bloquer. En termes d'inconvénients, ce n'est pas compatible avec toutes les applications non plus, la visibilité elle est quand même assez faible et encore une fois, le NAS il est exposé et la sécurité est basée uniquement sur Synology. Alors le NAS est exposé, certains vont me dire oui et non, parce que le but de Quick Connect est de ne pas exposer son NAS sur Internet. Alors c'est vrai, d'un point de vue IP, si quelqu'un essaye de se connecter via votre IP public à la maison sur votre NAS, il ne va pas réussir, vu qu'il n'y a pas de règle de DNAT. Par contre, si celui-ci arrive à découvrir l'ID Quick Connect, ce qui ne doit pas forcément être trop difficile, dans ce cas-là, il aura un accès d'un point de vue web à votre système. Il n'aura pas d'autres accès, je pense, comme du SSH ou autre, parce que ce n'est que compatible avec un certain subset d'applications web. Donc, on est quand même un peu protégé, mais non plus pas tellement. Votre NAS, finalement, il est dans une base de données géante avec plein d'autres personnes. Donc, c'est comme un annuaire téléphonique. Je préférais ne pas être du tout dans l'annuaire téléphonique, moi, de mon côté. Donc voilà, ça c'est pour la fonction Quick Connect. Ensuite, pour la fonctionnalité de DNAT ou de port forwarding et de Synology, la fonction reverse proxy de Synology. Ça reste plus ou moins facile à configurer, si on sait ce qu'on fait. La restriction par pays est possible, il y a quand même une meilleure visibilité et c'est compatible finalement avec toutes les applications. Donc ça, c'est assez bien. On peut faire du SMTP, du SSH, etc. Il suffit juste d'ouvrir les ports au final. L'inconvénient, c'est qu'encore une fois, le NAS est exposé et la sécurité, elle est uniquement sur Synology. Alors, c'est encore pire, disons, dans ce cas-là, d'exposer son NAS, vu que, en fait, n'importe quel type de trafic pourrait éventuellement transiter. Donc, ce ne serait pas que via un navigateur web, mais là, ce serait peut-être via d'autres outils. Et on va pouvoir se connecter sur votre NAS et essayer de le compromettre. Donc, ça, c'est vraiment pas non plus la bonne architecture. Ensuite, on peut utiliser le package donc VPN de Synology. On peut faire de la restriction de pays. On peut avoir une meilleure visibilité vu qu'il faut s'authentifier avant de pouvoir utiliser le NAS. Et il n'y a qu'un seul service à exposer. Sauf si bien sûr on fonctionne sur de l'hybride, avec des services qu'on veut exposer d'autres services qu'on veut exposer à part le package VPN. L'inconvénient, c'est que, encore une fois, la sécurité est basée sur le NAS ou plutôt sur le package VPN et le NAS, il reste exposé. Donc ici, il faut savoir que le package VPN, j'espère que dans ce cas-là, il est souvent mis à jour, qu'il y a des recherches sur les vulnérabilités de manière générale pour pas que quelque chose traîne et quelqu'un finalement en profite pour essayer de compromettre des NAS qui auraient ce service d'ouvert. Donc c'est un peu le point d'attention. Ensuite, si on utilise un reverse proxy tiers avec les fonctionnalités de WAF, d'IPS, etc., d'antivirus, là on peut faire aussi de la restriction par pays. On n'expose qu'un seul service. La sécurité est bien meilleure vu qu'on expose un service spécialisé dans la sécu. Bon, si on a du WAF, sur un UTM, c'est des équipements de sécu. Donc en général, il y a souvent des mises à jour, il y a souvent du patching de vulnérabilité. C'est dédié à la sécu, donc il y a un certain service derrière qui doit suivre. Donc on est un peu plus tranquille d'esprit.
On a une bien meilleure visibilité vu qu'on peut savoir quel IP s'est connecté, quelle est la requête qu'il a effectuée, et on peut aussi le bloquer ou bloquer certains types de requêtes, etc. Faire des redirections, etc. Et ici, la sécurité, elle est gérée par un équipement qui est spécialisé dans le domaine, donc c'est quand même mieux de voir ceci. Alors d'une certaine manière, le NAS est toujours exposé. Alors le trafic va être un peu filtré en fonction des critères. Est-ce qu'il y a des patterns qui signaleraient que ceci est une attaque, par exemple, ou est-ce que c'est une injection SQL, etc. Donc ça va pouvoir bloquer. Mais le NAS reste bien sûr d'une certaine manière exposé. Et bien sûr, c'est plus difficile à configurer et à maintenir. Si on parle maintenant du VPN on-premise avec un équipement spécialisé, que ce soit un UTM ou le serveur, l'UTM par exemple de Sophos, ou le routeur à la maison, donc ces deux choses, en général c'est un peu mieux vu que le NAS n'est pas exposé, on a une double sécurité dans le sens qu'il faudrait que, avant de pouvoir compromettre le NAS, il faudrait tellement pouvoir compromettre la gateway VPN en premier, et on peut avoir aussi dans certains cas de la double un facteur comment ça s'appelle déjà, de l'identification forte pour le VPN Gateway et pour le NAS. Donc là, c'est un peu comme la meilleure des situations. Maintenant, en termes d'utilisabilité, ça dépend ce qu'on veut en faire. Donc on peut aussi avoir de l'hybride avec des services directement exposés et du VPN pour l'accès à d'autres services tels que le management par exemple. Parce que sinon, si on est dans une architecture comme ça, alors c'est très bien si on ne compte pas partager en fait des données avec d'autres personnes. Sinon, ça nécessite qu'ils aient aussi un accès VPN ou d'exposer finalement un service qui leur permettrait d'accéder au service sans avoir besoin d'avoir de client VPN. Ensuite, pour le bastion, donc là on est plus sur des activités vraiment de management, parce qu'en fait en termes d'utilisabilité, c'est pas vraiment très simple. C'est facile à configurer. Par contre, donc le gros avantage, c'est que le NAS n'est pas du tout exposé. On a encore une fois cette sorte de double sécurité où il faudrait d'abord compromettre le bastion avant de pouvoir compromettre le NAS. On peut avoir de la doublote aussi bien sur le bastion que sur le NAS. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut faire du 4 yeux. Donc par exemple, si le support de Synology doit se connecter en SSH ou en web sur le NAS, et en fait, il pourrait, via un portail en HTML, avoir l'interface CLI ou avoir une interface web, et vous pouvez même donc voir en temps réel ce qu'ils sont en train de faire sur votre NAS, si par exemple vous n'avez peut-être pas forcément confiance. On peut aussi donner les accès pas que pour du support, mais aussi pour que quelqu'un accède à une machine en interne, comme par exemple il y a des gens qui exposent des services RDP de leur Windows en pensant que c'est sécurisé pour ensuite rebondir sur le NAS pour les activités de management. Ça, c'est un gros non. Il faut que le RDP soit protégé soit par un VPN avant ou par l'utilisation du bastion avec un portail HTML, par exemple. Voilà, donc il y a différents moyens de le faire. Et voilà, l'inconvénient, c'est que c'est en général plus fait pour des activités d'administration. Donc, de mon côté, en fait, c'est vrai que la sécurité ne devrait pas reposer uniquement sur des fonctionnalités de Synology, parce que Synology n'est pas un équipement, ou le NAS n'est pas un équipement de sécurité. Un micro-ondes qui a des fonctions four, ou fonctions grill par exemple, n'est pas aussi bon qu'un vrai four avec une vraie fonction grill par exemple. Il faut vraiment faire cette distinction que les Syno, les NAS font beaucoup de choses, mais pas forcément tout au meilleur niveau, parce que voilà, ce sont des fonctions de sécu quand même qui nécessitent d'être suivies, mises à jour avec des recherches de vulnérabilité, etc. Bref. Donc, en général, c'est bien d'utiliser un équipement matériel ou logiciel avant le NAS qui permettrait tout de même de sécuriser certains flux. Donc, moi, de mon côté, j'utilise un peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des services que j'expose en direct, parce qu'il n'y a pas le choix, comme du SMTP, comme de l'IMAP. Il y a des services que j'expose, donc non administratifs, que j'expose pour pour accéder aux services lorsque je suis en dehors de la maison, mais des services fonctionnels comme DSFile, DSGet, etc. Ensuite, j'ai la fonction VPN pour aussi y accéder par là si j'ai envie. Mais de toute façon, ces accès se passent aussi via le reverse proxy. J'ai oublié de préciser, c'est que ce soit en VPN ou sans VPN, du moment que je suis sur Internet ou même à la maison, tout passe par la fonctionnalité de reverse proxy pour analyser les flux.
Et aussi, j'utilise le Bastion, par exemple, pour accéder à un système en interne, pour du SSH, par exemple. Donc, il n'y a rien qui est exposé en direct, à part des services obligatoires, et d'ailleurs, il y en a trois, SMTP, IMAP, et puis pour DS Cloud, pour la synchro, le port 6690, ça, il n'y a pas le choix, ce n'est pas reverse proxy fiable. Donc, voilà un peu. J'espère que cette vidéo au moins vous aura plu pour donner un petit peu une idée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et s'il y a peut-être des choses qui nécessitent une vidéo, je regarderai ce que je peux faire. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!